Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, oui, je vous retrouve avec une coupe de cheveux très bizarre pour commencer. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon update lecture du mois d'avril. Et alors, je pensais que ça allait se calmer, vous voyez, parce qu'au mois de mars, j'ai lu 12 livres je crois, mais j'ai fait pire au mois d'avril, j'ai lu 13 livres. Je pense passer à 2 updates lecture le mois pour couper un peu, en plus de toutes les vidéos que je fais coup de cœur ou review de quelque chose en particulier. Parce que là c'est plus possible, j'ai 10 livres à vous montrer. On commence par le premier livre que j'ai lu, c'était un SP envoyé par Annette Gallet, Les Indomptables de Florence Colombani. J'ai pas les moyens techniques de vous mettre une petite vignette, excusez-moi, mon logiciel de montage n'est absolument pas performant. Les Indomptables, c'est l'histoire de ces 4 égéries d'Hollywood, c'est une biographie multiple. C'est un livre très intéressant qui dévoile une vision d'Hollywood à ses débuts qui est peut-être inconnue du grand public. La plume est efficace et délicate et n'est jamais condescendante envers les choix de certains personnages qui peuvent être parfois difficiles à comprendre, mais je trouve que Florence Colombani pose un regard à la fois tendre et réaliste sur ces 4 femmes extraordinaires et pourtant tellement névrosées. On plonge véritablement dans le passé, dans cette époque où le racisme était encore très présent et où le fait qu'une femme gagne sa vie d'elle-même n'était pas si courant que ça, même pas du tout courant. Des destins assez extraordinaires et assez intéressants à lire, donc je vous le recommande assez fortement si vous êtes intéressé par le cinéma, par Hollywood. J'ai ensuite lu en lecture commune avec la demoiselle au cerf, La fille de braise et de ronce de Rae Carson. C'est l'histoire d'Elisa qui est princesse de Roval. Elle est un petit peu enrobée, elle n'est pas vraiment celle qu'on attendait. Elle est détentrice de la pierre sacrée, mais ça doit rester un secret et elle n'est pas prête du tout à s'en servir, on va dire. Elle est envoyée pour se marier au roi Alejandro, qui de sa manière aussi l'humilie, la néglige, etc. Mais au bout d'un moment, elle va prendre son destin à bras le corps et se bouger. Alors le personnage principal, Elisa, est censée être en surpoids, donc vous auriez vu ma tête quand je me suis dit mais c'est pas du tout la couverture. Bon en fait si, vers la fin. Parce que quand tu fais une marche forcée dans le désert pendant 40 jours, tu perds du poids. Ah vraiment. Que le personnage principal soit en surpoids, ça m'a intéressée parce qu'on voit pas beaucoup ça dans les romans YA ou jeunesse. La seule personne en surpoids de la littérature jeunesse que j'ai vue pour l'instant c'est Eleanor dans Eleanor and Park. Donc c'est vrai que j'étais plutôt contente d'avoir un personnage qui me ressemble un peu plus physiquement. Je sais que c'est bête mais des fois ça fait du bien de voir qu'on peut être une héroïne et être en surpoids. J'ai beaucoup aimé le développement du personnage d'Elisa, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle se batte pour ses choix, qu'elle soit quand même super intelligente à côté de ça, malgré qu'elle ait des problèmes avec son corps, qu'elle reste vraie et honnête par rapport à elle-même. Et qu'elle n'essaie pas de se transformer en quelqu'un de méchant avec la cour, la présence de la cour d'Alejandro. Là où la demoiselle au cerf n'a pas du tout, n'est pas du tout d'accord avec moi parce qu'elle a aimé l'histoire et pas trop le personnage qui l'a énervée. Et moi c'est le contraire, l'histoire, bon... Voilà quoi, je l'ai trouvé moyenne, par contre le personnage je l'ai beaucoup aimé. Le seul problème que j'ai c'est qu'à la fin du tome 1, je pense que ça aurait dû être un seul tome en fait parce que tout est résolu. Mais il y a 2 autres tomes, donc je me demande ce qui va se passer, je me demande avec qui encore elle va avoir une romance, avec qui on va essayer de la caser à tout prix en faisant du forcing. C'est ça qui m'embête un peu, mais si je les trouve par exemple en brocante ou en bibliothèque, je le lirai sans aucun doute. Puisque j'étais dans ma période La Belle et la Bête, à cause du film notamment, et que j'écoute les chansons toujours en boucle, j'ai décidé de lire J'ai décidé de lire Belle de Robin McKinley, qui est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, le conte d'origine de Madame de Villeneuve, qui a été assez acclamé en Angleterre, mais qui n'a pas fait trop de vagues en France. C'est vraiment centré sur la Belle, ça parle beaucoup de son personnage, de ses sentiments, de son passé, de sa vie avec sa famille. C'est vraiment très fidèle au conte d'origine pour moi. Les histoires des sœurs de Belle sont tout aussi intéressantes que l'histoire de Belle et ce n'est pas centré sur la romance, c'est vraiment centré sur le personnage de Belle, sur ses sentiments, donc j'ai vraiment bien apprécié cette réécriture de conte. Je me suis ensuite attaquée à une duologie d'Amy Harmon qui est La Loi du cœur et Le Chant du cœur que j'ai en e-book pareil. Mais je vous ferai une vidéo plus spécifique sur cette duologie qui a été quand même un petit coup de cœur. J'ai ensuite relu Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou qui était dans mon challenge Relis tes favoris. Tant que nous sommes vivants, c'est l'histoire de Beau et Ama, c'est leur histoire d'amour qui se passe dans un petit village marqué par la misère où à peu près 3/4 des personnes travaillent à l'usine
et un jour il y a un accident dans cette fameuse usine qui pousse Bo et Ama sur la route. C'est un conte moderne tout simplement. Je sais que Pico Books en a parlé de manière très juste avec cette dichotomie entre le sombre et la lumière, le haut et le bas, etc. J'ai adoré, j'avais déjà adoré et j'ai adoré à nouveau. Ce que je trouve aussi de particulier, c'est le fait que on peut s'améliorer, on peut changer. L'histoire de Bo et Ama n'est pas exempte d'erreurs et l'histoire de leur fille, de Tsel et d'un jeune garçon est peut-être un moyen aussi de réparer ces erreurs, de faire le chemin en sens inverse et d'améliorer ce qui a pu être détruit, de réparer ce qui a pu être cassé, de revenir aux origines, là où tout a commencé. Ce qui a poussé Bo et Ama sur les routes, ça peut ramener Tsel dans un foyer. Il y a aussi toute une atmosphère mystérieuse et magique que j'ai évidemment adorée, des personnages poignants et attachants, n'importe lequel d'entre eux, et une fin douce amère pour la romance si belle de Bo et Ama qui me laisse encore sur ma faim. J'ai ensuite lu The Air and Breezes de Brittany Sherry. C'est l'histoire de Tristan et Lys qui ont tous les deux perdu leur conjoint et Tristan a aussi perdu son fils, alors c'est pas vraiment très joyeux. Et c'est leur histoire d'amour, leur rencontre. Tristan est quelqu'un de froid, de cruel, etc. Enfin c'est ce que tout le monde dans la petite ville où ils habitent disent. Et Lys, eh bien, elle ne voit pas du tout la même chose en Tristan. Elle voit un reflet de sa propre douleur et elle veut l'aider autant qu'elle veut s'aider à aller mieux. J'ai beaucoup aimé cette romance que je trouve est très crédible, très belle, mais aussi très douloureuse. Il y avait des moments qui me coupaient le souffle, j'avais tellement envie de pleurer. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une histoire d'amour qui aide à se reconstruire, que ce soit deux personnes qui soient au même niveau, qui soient à égalité et qui essayent de se redresser ensemble. J'ai trouvé ça très beau et très humain. Le changement drastique de Tristan à peu près au un tiers du roman m'a un peu surprise, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu régulier et normal dans le genre new adulte et la new romance de Hugo Roman, donc bon, je l'ai accepté, c'était pas non plus choquant. Par contre, il y a un élément assez perturbant, un méchant qui arrive à peu près aux 2/3 du livre et la fin est une espèce de course-poursuite contre le méchant, etc. J'ai pas du tout acheté parce que je trouvais que la romance devait rester normale et humaine et à échelle humaine. Et là j'ai eu l'impression que l'auteur s'est dit tiens je vais rajouter 10 000 trucs, je vais rajouter des enjeux dont je trouve il n'y avait pas besoin, donc je n'ai pas du tout adhéré au dernier, on va dire au dernier quart, au dernier cinquième de cette œuvre, mais dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié et ça me donne un peu envie de m'aventurer dans le New Adult et la collection New Romance de Hugo Roman. J'ai ensuite lu la nouvelle qui a inspiré le film d'Ang Lee et il s'agit de Brokeback Mountain d'Annie Proulx. Ce film est un de mes préférés, sûrement un des seuls à pouvoir me faire trembler comme une feuille en pleurant tous les sanglots de mon corps. En fait le film est très fidèle à la nouvelle, mais c'est vrai que la nouvelle, eh bien, elle se lit très vite et je trouve qu'elle n'a pas la profondeur du film que j'ai pu moi trouver dans le film. Après c'est une de mes romances préférées, une romance assez simple pourtant mais unique, assez crue mais touchante. Je trouve que ça n'apporte pas grand chose quand on a vu le film d'Ang Lee puisque c'est l'histoire de ces deux cow-boys qui tombent amoureux dans les années 60 je dirais aux États-Unis. Est-ce que vous imaginez? J'ai ensuite lu en lecture commune avec Marion de la chaîne et du blog Entre les lignes Caraval de Stéphanie Garber. Et voilà, je vous le montre juste comme ça, mais j'ai fait une vidéo review complète dessus qui va sortir sur ma chaîne courant mois de mai. Et je peux déjà vous dire que ce n'est pas du tout un coup de cœur, c'est même un coup de gueule. Au mois d'avril, j'ai eu envie de me pencher sur les poèmes de Marina Tsvetaeva et j'ai lu son recueil Insomnie et autres poèmes. Il y a deux sortes de poèmes je trouve dans ce livre. Il y a beaucoup de poèmes que j'ai aimés quand même avec mes petits papiers orange. Il y a des poèmes très marquants et des poèmes au contraire très obscurs, très difficiles à comprendre ou même à faire sens. J'aime beaucoup la femme, j'aime beaucoup Marina Tsvetaeva, j'ai lu un petit peu de sa vie. Notamment ce qu'il y a dans Cette femme de Lydie Salver, ce dont elle parle dans ce livre, mais c'est vrai que sa poésie me reste un petit peu hermétique, même si il y a quelques vers qui m'ont percuté de plein fouet. Je vais vous lire un extrait du poème Chanson.
Un extrait qui m'a beaucoup marqué. Tu m'as appris à vivre au cœur du feu et tu m'as jeté dans la steppe glacée. C'est ça que toi tu m'as fait bien aimer, mais moi bien aimé, que t'ai-je donc fait? J'ai reçu en SP par l'auteur elle-même Mal aimé de Elena Riversend. Elle parle des relations entre mère et fille et aussi d'enfance malheureuse, de la place de la femme dans la société aussi, pourquoi pas. C'est vrai que ce livre fait réfléchir sur la place de la maternité dans la vie d'une femme, la maternité tout court. Ça change irrémédiablement notre image idéalisée de la maternité, que toutes les femmes sont faites pour être mères, etc. Ce livre vous dit clairement que non, toutes les femmes ne sont pas faites pour être mères. Il faut peut-être un petit peu réfléchir. Je dirais que ce n'est pas à mettre dans toutes les mains si vous avez une âme plutôt sensible comme moi. Je suis peut-être pas assez mature parce que j'ai été assez choquée, j'ai trouvé ça plutôt violent, j'avais l'impression de me prendre une vague et de pas savoir comment en ressortir. Je dois vous dire quand même, parce que j'aurais bien aimé le savoir avant de lire ce livre, que certains personnages relèvent de la psychiatrie. Ça vous fasse un petit peu moins peur, parce que quand on a 20 ans, je peux vous jurer que d'entendre ces femmes qui parlent de leurs enfants comme de la merde, comme quelque chose qui les empêche de vivre, c'est assez dur. Je pense qu'on est au-delà d'aimer ou de ne pas aimer. Je pense que c'est surtout un livre qui fait réfléchir, qui frappe. Dans ce cas-là, je le recommande fortement si vous avez envie de vous intéresser à des femmes atteintes de problèmes psychiatriques, à des relations mère-fille complètement tordues, à une image de la maternité qui n'est pas celle que l'on attend, je vous le recommande. Mais si vous cherchez une belle histoire qui va vous conforter dans votre monde et dans votre univers, je vous conseille de passer votre chemin. J'ai ensuite lu Dragonfly in Amber de Diana Gabaldon, qui est le tome 2 d'Outlander qui fait 950 pages. La brique de fou. On suit toujours Jamie et Claire qui là débarquent en 1744 au Havre. C'est ma ville, c'est ma ville. Pour se diriger sur Paris et tenter d'empêcher la révolution jacobite d'arriver, puisque c'est un désastre pour les Highlands et pour la vie écossaise en général, donc ils veulent à tout prix empêcher ça. C'est un tome 2 pour moi qui se maintient au niveau du tome 1, qui est très bon. J'ai beaucoup aimé la partie en France qui est très historique, très politique. J'aime beaucoup aussi voir la manière dont les Anglais ou les Américains nous perçoivent, que ce soit des Français de maintenant ou des Français d'avant, parce que franchement on passe pour des débauchés, des vulgaires et des cinglés, mais alors à un point... C'est assez drôle quand même. Le livre va inexorablement vers une fin très attendue, mais qui réussit quand même à nous emporter et à nous ravir. La construction très particulière m'a prise un petit peu par surprise, puisque quand j'ai regardé la série, parce que j'ai regardé la seconde saison en premier, puisqu'on assiste à une scène entre Frank et Claire, et là on se dit what? Mais à part ça, je trouve que la construction est assez intéressante justement de ce point de vue-là, qu'elle est assez déroutante et ça m'a aussi intéressée. Il y a quelques petits trucs qui changent, par exemple une apparition de Dougal en plein milieu de Paris, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Des éléments qui sont un petit peu dans le désordre à certains moments. J'ai très hâte de lire le tome 3 avant que la saison 3 d'Outlander sorte en mois de septembre. Et enfin le dernier livre que j'ai lu au mois d'avril, c'est The Castle of Otranto d'Horace Walpole, qui est le premier livre gothique jamais écrit. Il est très court, il ne fait que 95 pages. Là, je n'ai ressenti aucun ennui en le lisant. Toutes mes amies qui l'ont étudié en cours m'avaient dit tu vas voir ça va être horrible, pourquoi tu veux le lire? Et moi j'ai adoré. J'ai adoré le personnage de Mathilda notamment, que j'ai trouvé très fort et très beau. Cette ambiance mystérieuse m'a complètement happée. J'étais carrément dedans en fait. Il y a des personnages typiques qu'on retrouve dans des romans gothiques du 19e siècle. Je pense par exemple à Pauline d'Alexandre Dumas. J'ai adoré détenir entre mes mains le premier roman gothique et me rendre compte qu'il a vraiment planté un décor qui est encore utilisé au 19e et même au 20e siècle. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette update lecture qui va durer encore 3000 plombes. Ne vous inquiétez pas, après cette update lecture, si je continue à lire autant, je passerai à 2 updates lecture au mois. Parce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez lu certains livres dont j'ai parlé et qu'est-ce que vous avez lu au mois d'avril, je suis assez curieuse. En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures, lisez bien et bisous!